Bonjour tout le monde, bienvenue à Ten from the Back, épisode 28, si je ne me trompe pas, déjà 28. Mon nom est Sébastien et comme vous l'avez constaté, ce soir, mon acolyte habituel, Alex, n'est pas présent, mais j'ai un invité de qualité avec moi, Stéphane. Bonjour Stéphane. Hey, salut Seb, content d'être là aujourd'hui. Merci de te prêter à l'exercice pour moi. Donc, Stéphane et moi, on se connaît très bien. On est des adversaires fréquents sur la table. On est tous les deux de Sherbrooke et on a tous les deux la piqûre de Warhol. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, quand on se prépare pour un tournoi, Stéphane et moi, on est pas mal du genre à se lancer les pires cochonneries dans la face l'un de l'autre pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, on est des adversaires très réguliers, si je peux dire. Alors, Stéphane, qu'est-ce qui t'a amené à jouer à The Old World et à jouer autant aussi avec moi sur Warhol? Qu'est-ce qui te fait cliquer avec ce jeu-là? Oui, ben écoute, avant ça, je voudrais quand même prendre juste une minute. Merci pour l'invitation. Tu sais, c'est toujours le fun, on échange beaucoup ensemble sur The Old World, sur Warhammer, le hobby. Fait que de pouvoir le faire aujourd'hui sur votre chaîne à Alex et toi, ben c'est vraiment un super privilège. Puis Merci. j'espère aussi que suite à cette discussion-là qu'on va avoir aujourd'hui, les gens vont se sentir interpellés. Peut-être qu'ils vont vouloir interagir, laisser des commentaires. Fait que n'hésitez pas. Ten from the Back, c'est porté à bout de bras par Alex et toi. Puis, c'est le fun d'avoir un porte-voix francophone québécois là, dans notre communauté. Fait que bravo pour ça. Merci beaucoup. Euh, tu me demandais qu'est-ce qui me donne la piqûre The Ouais. Old World. Ben, probablement un peu comme toutes les mi-trentenaires. Moi, c'est un retour à l'adolescence. Là. Écoute, Ouais. mon hobby, c'est Warhammer Fantasy, 5e, 6e édition. C'est là que toutes les semaines, je me déplaçais à Elmer, dans Gatineau, pour aller à un endroit qu'on appelait le donjon. Imagine-toi. Alors, une grande salle où Ben oui, justement je on connais. Il y jouait. en avait il y en avait à Montréal aussi. Il y en avait un peu partout. Écoute, un endroit où on jouait toutes les semaines, donc avec beaucoup, c'est un super groupe, honnêtement. Fait que ça me donnait envie entre chaque semaine de peindre. Puis vraiment, c'était beaucoup de plaisir à ce moment-là. J'ai laissé le hobby de côté un peu par la suite, le hobby du moins du jeu. J'ai toujours continué à Hmm. peindre. C'est vraiment, je suis d'abord un hobbyiste et Oui, parce que deuxièmement, j'allais dire, tu es quand même un hobbyiste. Tu sais, si c'est sûr que je ne vais pas me comparer à toi, mais tu es quand même un hobbyiste aguerri. Tu aimes ça avoir des armées peintes. Tu partages souvent avec notre groupe de Sherbrooke là, tes progrès, puis tu te lances dans plusieurs projets en même temps. Tu aimes ça. Qu'est-ce qui t'accroche autant dans la peinture? ah, écoute, c'est un exutoire, là, vraiment, là, pour moi, quand je suis à mon bureau, je suis installé, c'est la peinture. Là, tout à coup, là, la vie ralentit. Tu sais, on est vraiment, ça permet, je trouve que c'est une activité qui me permet de décompresser. Puis, c'est une activité aussi où il y a toujours une amélioration constante, hein? Toujours des nouvelles choses qu'on peut faire, des nouvelles Ça choses dépend qu'on peut pour qui. essayer. Oui, mais encore faut-il sortir les pinceaux une fois de temps en temps. Hein? Fait que, voilà, 10 000 heures pour devenir bon dans quelque chose, hein? C'est ce qu'on J'ai dit. sort, j'ai sort. C'est ça. Mais ce qui est très intéressant donc avec la peinture, c'est ça, c'est cette idée de progression. Moi, j'adore ça. Fait que c'est ce qui m'a tenu à aller toutes ces années-là. Et là, avec le retour de The Old World, ça y est, je me suis dit, bon, je suis prêt. Je suis prêt à recommencer à jouer des blocs qui se déplacent. Moi, j'avais Mhm. encore en tête les gros blocs lourds de métal, de nains, ou du côté des Skaven, les Storm Vermin, là, tu déposes ça, il y a comme il y a un poids là, aux décisions là, Ouais. que tu vas prendre J'aime pendant bien la le partie. terme en anglais, il y a un heft, il y a quelque chose là, Oui, ouais. absolument, absolument. Fait que c'est ça qui m'a vraiment, c'est un mélange de nostalgie et de désir de reprendre le flambeau de joueur. Puis vraiment, depuis le début de The Old World, participer à quelques tournois, c'est Mhm. toujours plaisant, honnêtement. Pour ceux qui hésitent encore à participer à des événements comme ça, moi, je dis lancez-vous, particulièrement dans des petits événements locaux. Je pense que c'est vraiment l'occasion, vous allez réaliser que tout le monde est là pour avoir du plaisir en premier lieu. Le risque de tomber sur une liste complètement cassée, c'est super faible, honnêtement. Là. Fait que lancez-vous des petits événements, là, 12, 16, 20 personnes.
sur une journée, 3 parties. Ça peut vraiment être une belle entrée en matière pour découvrir c'est quoi une scène de tournoi, mais que ça reste quand même convivial, puis que tu te fais pas complètement exploser par des listes qui sont vraiment cassées. Là, fait Puis, que, si tu me permets juste de faire du pouce sur ce que tu dis, honnêtement, la scène québécoise de tournoi, je vais le dire, là, on est choyé. Parce qu'on a vraiment une scène où est-ce que les gens ont une belle attitude, les gens jouent un jeu qui est propre, puis les gens sont là pour avoir du plaisir d'abord et avant tout. Pour avoir gravité autour de certaines autres scènes un peu plus compétitives par Internet, je peux vous dire qu'on a vraiment une scène compétitive incroyable au Québec. Donc, que ce soit Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal, Gatineau, euh, puis là, dernièrement, Québec, Lévis qui s'en viennent là, avec un contingent de joueurs intéressants. Sortez des sous-sols, venez jouer 3 parties, puis vous allez avoir du plaisir, honnêtement. C'est vraiment une très belle communauté. Puis autant nous, les joueurs un peu plus compétitifs, on aime ça aussi, jouer des parties plus tranquilles une fois de temps en temps. Par exemple, quand on teste certaines listes, hein, toi et moi, un petit peu moins, comment dire, optimiser. optimisées, merci, c'est le bon terme. Ben, on a quand même du plaisir, puis on peut avoir du plaisir à jouer ce genre de match-là, mais ça peut être le fun aussi d'essayer de jouer un match où est-ce que tu dis, OK, là, mon objectif, c'est vraiment de contrôler un petit peu plus, puis d'aller chercher la victoire, ou juste de jouer. Moi, je me souviens aussi, HTT, on a affronté une équipe de gars qui avaient des armées magnifiques. Ils ont gagné le prix de peinture, bien évidemment. Puis les gars, il y avait des listes hyper thématiques. Puis le résultat, eux, c'était comme, on est là pour s'amuser, on va avoir du plaisir. Puis ça faisait des parties vraiment funky, super bon enfant. Puis le résultat était vraiment secondaire, là. Donc, Absolument. même en tournoi, tu sais, faut pas se prendre la tête, faut pas se prendre trop au sérieux. Il faut juste aller là pour s'amuser, jouer 3 parties au meilleur de nos capacités, puis avoir du plaisir. Le résultat, il est secondaire à tout le reste. Tu sais. Ah Tu peux oui. avoir autant de plaisir avec un résultat de une victoire, 2 défaites que dans un 3-0. Là. Oui, puis si je peux faire un dernier peut-être segment là-dessus, je dirais même de ne pas mettre de côté les tournois en équipe. Ça peut être une belle Mm. façon aussi. On a moins le fardeau de juste vouloir y aller pour gagner. Tout à coup, ça devient une camaraderie. Il y a aussi comme une montée vers le tournoi. On se parle, on Mm. échange sur les listes qu'on va utiliser. OK, c'est quoi nos angles morts? Fait que tout ce qui précède le tournoi devient super intéressant. Puis ce qui le suit aussi, Mm. en équipe, hey, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Hey, peut-être qu'un tel aurait pu affronter tel. Fait que ça devient une discussion avant, pendant et après le tournoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais honnêtement, je vais terminer là-dessus en disant que je pense que le format tournoi en équipe, c'est une super belle façon de bâtir une communauté, justement parce que ça encourage les gens d'un même coin à se parler, à se mettre ensemble pour essayer d'affronter les autres équipes. Puis tu reviens de là, tu sais, nous, on l'a vécu. Stéphane et moi, on était en équipe avec mon frère, avec David Foss de Montréal, pour le tournoi en équipe à Trois-Rivières. Puis justement, même après le tournoi, en revenant dans le véhicule, on était 3 des 4 joueurs ensemble. On était tous contents. On se disait qu'est-ce qui avait bien été. Ah, la prochaine fois, je ferai ça. Donc, autant on a eu du plaisir avant et pendant, autant après, on est la prochaine fois, on peut améliorer. Donc, on était déjà en train de se projeter à la prochaine fois. Puis ça, je trouve que c'est fantastique quand on sort d'un événement avec ça. Euh, avant de passer au prochain point, juste pour terminer ta présentation, je voudrais savoir quelles armées tu joues. Je le sais, là, mais pour nos auditeurs, que tu nous dises quelles armées tu joues et surtout, quelle est ton armée de cœur? OK, OK. Ben, écoute, je vais te biaiser avec la vidéo d'aujourd'hui, puis je vais te dire que mon armée de cœur, c'est celle qu'on va présenter aujourd'hui, les Skaven. C'est l'armée qui m'a fait débuter le hobby. Alors, pour moi, elle a une place bien Un très spéciale. bon choix. Un très bon J'ai choix comme armée de cœur. comme armée de cœur, voilà, c'est la clé, c'est la nuance. Fait que, j'ai toutes sortes de modèles encore là, en étain, là, une belle cloche hurlante, un bloc de Storm Vermin encore en métal. Fait que ça, c'est vraiment là, pour moi, là, c'est un beau rappel de quand j'ai débuté mon hobby.
En fait, de jeu depuis le début de The Old World, j'ai débuté avec les Tomb King, que j'ai toujours aimé leur esthétique. Fait que quand j'ai vu qu'un un des deux boîtes de lancement, c'était les Tomb King, ben écoute, immédiatement, je me suis lancé avec ça. Ça m'a permis de m'approprier les règles en même temps. Je les ai pas joués très longtemps, par contre, parce que rapidement, les sirènes d'une autre armée m'ont interpellé, les Dark Elves. J'ai joué beaucoup avec elles. C'est elles, d'ailleurs, c'est avec les Dark Elves que j'ai joué les derniers tournois. J'aime beaucoup leur style de jeu. On est dans la mobilité, très glass cannon. Hein? Fait que si on se fait cibler puis on se fait atteindre, Une ça fond fine ligne. rapidement. Une fine ligne, On est exact. toujours à un pas du succès ou un pas du précipice. Voilà, exactement, exactement. Puis finalement aussi, la dernière armée, c'est les nains. Alors, j'aime beaucoup les nains. Fait qu'on est vraiment dans quatre armées qui ont un style de jeu complètement différent. Fait que c'est ça qui m'interpelle beaucoup. Puis pourquoi je navigue d'une à l'autre, c'est quel style de partie j'ai envie de jouer. Est-ce que j'ai envie de jouer un bloc, une tortue? Ben, pourquoi pas sortir les nains? Est-ce que j'ai envie d'être mobile, de toujours être un pas d'avance sur mon adversaire? Bon, ben, pourquoi pas les elfes noirs? Est-ce que j'ai envie d'avoir juste une liste meilleure que l'autre? Les Tomb King? Mais par sa part, c'est ça, il y en a pour tout, il y en a pour tous les goûts. Là, Il y tu en a vas pour donner tous des les goûts. munitions à certains de nos détracteurs. Voilà, Pas nos voilà, détracteurs, là, voilà. mais de nos Fait que, détracteurs. C'est génial, j'adore non, ça, merci. Écoute, aujourd'hui, on a un épisode spécial, pas seulement parce que tu es là, parce qu'on commence avec un nouveau format plein feu. Le but des segments, des formats plein feu, c'est vraiment de présenter des armées. Puis bien évidemment, on ne commencera pas par les armées les plus connues, on va commencer par des armées un peu moins connues pour justement que les gens puissent apprendre à les connaître, puis peut-être aussi que ça leur donne le goût de les explorer, puis de voir s'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, le format Plein Feu se veut une présentation générale de l'armée, de son style de jeu, des impacts de la version 1.5 sur cette armée-là. On va discuter un petit peu des unités qui sont très bonnes, de celles qui sont bonnes sans être particulièrement flamboyantes, et aussi un peu de celles qui ont besoin d'un peu d'amour. Et on va aussi vous présenter toujours à ça à quoi peut ressembler une liste un peu standard. Ça ne veut pas nécessairement dire une liste là, que tu prends, tu mets ça dans ton cart, tu achètes ça, puis tu gagnes tous tes matchs. Ce n'est pas ça le but, mais plutôt un point de départ pour vous amener à réfléchir. Voici ce que nous, on a testé, voici ce qu'on vous suggère comme point de départ, puis à partir de là, tester des choses, puis faites comme Stéphane et moi, lancez tout ce que vous pouvez sur le mur, puis regardez ce qui finit par coller. exact. Puis Donc, en ne craignant pas la défaite, parfois. non, en fait, puis faut se le dire, on apprend beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. Je pense que on joue assez l'un contre l'autre pour le savoir. Là. Dans nos défaites, là, on prend des notes, il y a des erreurs qu'on ne refait plus. C'est facile de faire des bons moves. C'est difficile d'éviter les erreurs puis de s'en souvenir. Donc, la défaite est toujours super porteuse de leçons. Donc, je te pose la question. Une armée de Skaven, qu'est-ce que ça essaie d'accomplir? Puis quels sont les impacts de la version 1.5 sur cette armée-là qui, on va se le dire, pas très élevée en termes de tiers de puissance? Puis je tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent qu'on va aborder les Skaven dans l'optique des factions Renegades de Squarebase parce que nous, ici au Québec, on utilise le document, on considère que les armées Legacy ont besoin d'un coup de pouce et jusqu'à date, le travail de Val est à notre sens très bien dans l'optique où il n'est pas allé avec des changements qui dénaturent complètement le jeu ou les armées, mais il est vraiment allé avec des petites touches pour essayer de respecter l'esprit des anciennes éditions. Puis on voit très bien que les changements qui ont été apportés ne brisent pas le jeu, bien au contraire. Donc, on vous le dit tout de suite, nous, on a les lunettes Renegades en ce moment, donc c'est important d'en tenir compte dans ce qu'on va dire. Si jamais vous trouvez que les Renegades, ça n'a pas sa place, puis que ça ne devrait pas exister, écrivez-le dans les commentaires, c'est correct, vous avez le droit de nous le dire. Si vous l'avez essayé et que vous avez trouvé ça complètement ridicule, dites-nous-le aussi. Mais jusqu'à maintenant, notre expérience est très positive avec les Renegades, pas seulement pour les Skaven, pour les autres armées aussi. Donc, des Skaven Renegades, qu'est-ce que ça donne?
qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir avec une armée comme ça, puis quels sont les impacts de la V1.5? Parfait. Ben écoute, pour faire un peu, faire poursuivre ton idée à propos des Renegades, d'abord, l'affaire majeure que les Renegades ont fait pour les Skaven, c'est de permettre de décloisonner la liste. La liste GW a offert une espèce de liste dans laquelle il fallait payer, appelons ça une taxe de personnage pour pouvoir avoir différentes unités. Donc, les Skaven ont 4 clans majeurs. Ils ont toujours eu 4 Mhm. clans majeurs à travers les différentes éditions. Ils s'y retrouvent encore dans The Old World. Donc, on pense à Molder, qui a toutes sortes de créatures mutantes à la Frankenstein. On a Skryr, qui est tout l'aspect technologique, un peu savant fou des Les ingénieurs Skaven. fous, hein? Voilà, exactement. Eshin, qui est plutôt les assassins. Donc, les différents clans Skaven ils ne cessent de s'entre-déchirer. Ils vont toujours embaucher des assassins du clan Eshin pour éliminer leurs plus proches adversaires. Et finalement, Pestilenne, qui est un peu une espèce de pendant Nurgle des Skaven. Hein? Fait que, ça, c'est les quatre grands, je dirais, thèmes qu'on peut retrouver à travers les différentes unités Skaven. Elle se retrouve encore dans la liste de The Old World. Le souci avec la version qui n'est pas Renegade, c'est que il y avait un grand carcan dans lequel le joueur devait payer une multitude de héros pour pouvoir avoir les unités spéciales rares qui y sont associées. Fait que ça faisait des listes qui étaient vraiment, à mon point de vue, qui étaient moins intéressantes. On sentait vraiment qu'il y avait des menottes. Surtout qu'on va se le dire, la force, si on peut utiliser ce terme-là, la force des Skaven ne réside surtout pas dans leurs héros qui n'ont pas d'options de monture intéressantes, qui sont des personnages de combat médiocres, des sorciers corrects, puis on sait que la magie aujourd'hui en V1.5, c'est plus ou moins viable comme plan de match principal pour plusieurs armées. Donc, maintenant, avec les armées Renegades, qu'est-ce qu'on peut essayer de viser là, comme une liste intéressante? C'est quoi que tu vas chercher à accomplir avec Skaven? Parce que tantôt, tu me disais, quand on joue les Dark Elves, c'est un style de jeu où est-ce qu'on est toujours sur la fine ligne de l'engagement de retraités, super stable avec des nains ou des Tomb Kings. Du Skaven, ça ressemble à quoi? Écoute, les Skaven, on ne se trompera pas. Fermez vos yeux un instant et pensez à qu'est-ce qu'un Skaven, là, puis c'est ce que vous allez retrouver sur la table. C'est un tsunami de rats sous toutes ses formes. Fait qu'on va avoir des guerriers de clan, des gros pâtés de guerriers de clan. On va avoir des rats géants qui vont être sur les flancs de ces blocs-là. On va avoir. Fait que l'idée, là, du moins une des idées possibles avec les Skaven, c'est d'être en surnombre, de profiter de cet avantage du nombre, particulièrement dans le contexte de match play où on a beaucoup de scénarios qui vont exiger d'avoir des troupes de base au centre de la table, près de l'objectif, et où là, celui qui est le plus près de l'objectif et qui a le plus grand nombre d'unités en core va aller chercher des points. Donc, le 1.5 va vraiment aider ce style de jeu-là pour les Skaven. Je pense qu'on va se le dire, Skaven, c'est une armée qui a avantage à jouer le scénario. Il y a des armées qui vont avoir avantage à l'ignorer. Je pense aux Warriors of Chaos, où pour eux, c'est vraiment pas une force. Skaven, vous avez accès à beaucoup d'unités qui sont pas chères, qui sont quand même, entre guillemets, difficiles à aller chercher, par exemple, pour un héros seul. Donc, souvent, l'investissement de ressources de l'adversaire pour aller chercher une unité de guerriers Clan Rats est beaucoup supérieur à ce que toi, tu as mis dans cette unité-là, puis on ne parlera même pas des rats géants. Ah oui, exact, il n'y a pas de doute. Selon moi, entre jouer un pitch battle ou simplement une partie sans objectif autre que éliminer l'adversaire versus jouer un scénario, pour les Skaven, l'option 2 va toujours être, ou du moins 9 fois sur 10, être mieux. Vraiment, c'est un bel avantage. Ouais, Donc, on en parle absolument. justement, la fameuse version 1.5, le match play. On peut dire que ça a été quand même sans complètement changer le niveau de l'armée. C'est des points qui sont positifs. C'est quoi les changements les plus positifs selon toi de la 1.5 pour les Skaven? Ben, écoute, on va continuer dans cet angle-là. L'infanterie, en général, est rendue meilleure. Hein? Point pour point, les blocs d'infanterie ont retrouvé leur place encore plus que jamais
sur la table. Donc, en ce sens-là, l'accès à des unités d'infanterie qui sont peu chères, donc qui ont un coût vraiment raisonnable, ça, c'est un plus pour les Skaven. On va ajouter à ça une résolution statique qui s'est améliorée aussi. Hein. On a Outnumber maintenant. Fait que quand on est en surnombre, on rajoute 1 à notre résolution de combat. Et Close Order n'est plus valide que quand on a une unit strength de 10 et plus. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait que les blocs Skaven se sont vraiment améliorés sans qu'on change rien à leurs statistiques ou à leur nombre de points. On ajoute Parry, Press of On ajoute Battle. Parry. C'est des beaux changements. Puis ça peut être une option viable aussi de mettre un petit personnage pas trop cher pour essayer d'acheter un deuxième tour pour dire au dragon, ben si tu s'en viens dans moi, si tu me rentres dedans, pardon, si tu t'en viens dans moi, quelle formulation étrange. Si tu me rentres dedans, ben écoute, tu vas bouffer le champion au premier tour, puis ça se peut que tu perdes sur la réseau de combat. Puis si jamais tu ne perds pas puis tu as un deuxième tour, ben je vais avoir un petit héros pas cher qui va continuer de protéger l'unité, puis qui va permettre à d'autres choses de se passer ailleurs. Donc, ça c'est quand même intéressant. Donc, je pense qu'on peut le dire assurément, quand on met les changements Renegades, quand on met les changements de la 1.5 puis du Match Play Guide, c'est des changements qui, somme toute, sont bénéfiques pour Skaven. Maintenant, la question qui tue. À quoi on peut s'attendre, niveau compétitif, d'un Skaven, d'un joueur Skaven. Puis tu sais, là, je te pose la question, j'ai hâte de voir ta réponse. Écoute, ma idée aussi. je suis du type vert à moitié plein. Donc, je dirais, quiconque là, vraiment porte le flambeau Skaven, n'hésitez pas à aller jouer un tournoi. Hein? Vous allez avoir du plaisir. Vous allez avoir des matchs dans lesquels vous allez avoir une chance de gagner. Par contre, il faut l'admettre, on commence quand même avec une main dans le dos. Hein. Les listes, particulièrement quand on affronte vraiment le top tiers, là, quand on va affronter ceux à qui on peut s'imaginer, que ce soit Tomb King, KT, Vampire Count, Warriors of Chaos, Breton. Warriors of Chaos, je pense il y a peut-être quelques bonnes connexions qu'on peut faire. Là. Yeah. Au CCBB en fin de semaine, je sais qu'il y a un joueur Skaven qui a pas trop mal fait, qui a battu Max que je salue, qui était un de mes partenaires du CHCT, qui jouait Warriors of Chaos. Donc, il y a de quoi à faire parce que vous êtes beaucoup plus point efficient sur le scénario qu'un joueur Warriors of Chaos. Donc, vous allez le forcer à aller faire des engagements. Puis, au niveau scénario, il y a certains scénarios où c'est facile de scorer 90 points par tour ou même le King of the Hills, si je ne me trompe pas, c'est 100 points par tour. Donc, éventuellement, le dragon qui va se lancer dans des unités à 150 points, qui va laisser prendre au moins 2 tours à tuer, ça ne devient pas super viable là, comme stratégie à long terme parce que pendant ce temps-là, l'armée Skaven est quand même capable de faire du dégât. Parlant d'armée Skaven. Je mentionnerais quand même qu'un des éléments au niveau compétitif qui peut être une source de frustration pour les joueurs, c'est que les Skaven ont un élément extrêmement aléatoire. Ça fait de leur saveur, ça l'a toujours été. C'est ce qui fait que ça peut être extrêmement comique jouer Skaven, mais c'est ce qui fait aussi que ça peut être peut-être une source de frustration pour ceux qui veulent les aborder d'un angle vraiment compétitif. C'est difficile de définir le prochain tour va ressembler à quoi quand même les meilleures unités, celles desquelles on va parler, là, nos superstars, ont eux-mêmes des éléments aléatoires vraiment importants. Fait que c'est à prendre en considération. Le plafond peut être élevé, le plancher peut être dur à trouver aussi. Moi, je pense que la meilleure comparaison, c'est que jouer les Skaven, c'est comme jouer au casino. C'est extrêmement satisfaisant quand on gagne. Mais on peut sortir de là complètement lavé et frustré aussi. Parce que les dés en ont décidé ainsi. Donc, écoute, tu m'as tendu une perche, je te parlais des bonnes unités qui avaient un côté aléatoire. Parlons-en. Quels sont les incontournables d'une liste Skaven? Quelles sont les meilleures unités à ton avis? Qu'est-ce qu'on devrait se dire, OK, ça, c'est autour de ça que je veux bâtir mon armée pour avoir une chance de faire un résultat intéressant?
Ben, écoute, je vais peut-être te surprendre, mais moi, je commencerai avec peut-être l'élément le plus de base d'une armée Skaven, les guerriers de clan, les clan rats. L'unité qui nous permet, en fait, de remplir notre corps. Cette unité-là ne vaut pas beaucoup de points, mais par contre, en assez grand nombre, on se retrouve tout à coup avec des blocs qui, avec un héros à l'intérieur, vont avoir un leadership de 10, vont avoir un sauvegarde 4+, quand on leur donne des boucliers, hein, avec parry. Hmm. Vont pouvoir tenir le fort. Hein, on en a parlé un peu plus tôt, Outnumber, Close Order. Jouer le scénario. On commence à avoir puis Horde, on a 3 rangs. Donc, on commence Mhm. à avoir, on peut jouer le scénario, on peut se déplacer. Puis, un élément aussi extrêmement important, c'est qu'ils vont être accompagnés de Weapon Team. Ils vont avoir des Hmm. options dans lesquelles ils peuvent être accompagnés de différentes armes qui, eux, vont vraiment point pour point être des éléments super intéressants pour la liste. Fait que je peux déjà me lancer dans quels sont les meilleurs, parce qu'il y en a 4 Ouais. Weapon Team. Quels sont tes préférés? Vous allez probablement avoir juste 2 Ouais, sur le ouais. champ de bataille. Il y a une option qui est pour le corps à corps, l'autre option qui est pour le tir plutôt donc à distance. Celui qu'on va voir pour le corps à corps, c'est le Doom Slayer, donc cette espèce de roue de lame qui, Ce Weapon Team-là est totalement terrifiant. Honnêtement, si vous ne la connaissez, si vous connaissez pas cette unité-là, prenez le temps d'aller voir les règles et de voir le potentiel de destruction de cette absolument. roue de rat. C'est hallucinant. Absolument. Écoute, on parle premièrement, donc c'est un détachement. Hein? Un autre Tout à fait. élément, vraiment une nuance importante que Renegade a amené, toutes les weapon teams sont des détachements. Alors, ils ont le droit à une réaction lorsque l'unité mère est chargée, par exemple. Fait que dans le cas du Doom Slayer, on a counter charge. Donc, ça peut être intéressant Mhm. dans certains Puis, contextes. c'est pas une counter-charge normale. C'est une counter-charge après que la charge de l'adversaire ait eu lieu. Donc, c'est une counter-charge de détachement, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus dur à bloquer qu'une counter-charge normale et c'est très efficace en mode, ben, si j'ai une unité dont le but est d'aller sur un objectif, de jouer le scénario, c'est pas mal le weapon team que tu vas avoir pour dissuader l'adversaire parce que, je l'ai dit, ça a beaucoup de punch. Donne-nous un peu les détails du punch de cette unité-là. Écoute, c'est épeurant, OK? On parle de, ben, premièrement, D6 attaque, D6 impact hit, plutôt. Fait que déjà Okay. là, ça peut être douloureux. Puis ensuite, on va avoir, ben, Puis qui ont une je vous bonne parlais, force, hein, qui ont force 4, si je ne me trompe pas. Force 4, oui, c'est ça, c'est très, très légitime, là, honnêtement, là, Ouais. c'est bien. On va se retrouver donc avec Impact Hit D6+1, dis-je bien. On va aussi avoir D6 attaque. Fait que là, tu te retrouves avec, puis tout ça est tapé -1 également. Fait que si on a un petit spike, là, si on roule Mm. élevé, ça peut facilement faire pencher la balance avec une victoire pour la résolution de combat, là. Parce que, bon, nos clan rats, on a dit close order bannière. On a 3 rangs parce qu'on est horde, donc résolution statique de 5 d'emblée. Bonne chance d'avoir le outnumber. Si on rajoute juste 2 wounds, on est rendu à, avec mes calculs super savants, 8 de réseau avant qu'il Ouais, se passe quelque chose. ouais, Donc, ça devient difficile pour un personnage seul, pratiquement impossible de faire quoi que ce soit parce qu'on a la mécanique de challenge. Si tu es chanceux, tu as 3. Donc, tu perds le combat, tu es double outnumbered, tu perds par beaucoup. C'est vraiment pas une bonne idée. Puis, on exact. parle d'un package qui, somme toute, là, est autour de 175-200 points, dépendamment Ouais. du nombre de clan rats. Ça va être un peu plus haut quand on met à mettre des weapon team, mais OK. effectivement, là, effectivement, moi, j'aime bien rouler mes paquets de clan rat. Ceux à qui je donne la peine de leur mettre une bannière et des boucliers, j'aime bien en avoir 25 parce que ça me permet d'avoir quelques pertes, subir quelques pertes de loin. Puis même quand je vais arriver au corps à corps, je vais quand même profiter de mes nombreux rangs, close order, etc. Alors que si on reste au 20 au minimum pour une unité de clan Mm. rat,
on en perd 4-5 avant de se rendre au corps à corps, ben là, tout à coup, justement, notre avantage statique là, est perdu. Fait que moi, j'aime bien en avoir un peu plus qu'un peu moins. Je dirais même que c'est pas farfelu d'avoir des unités de 30. Là. Mais rendu là, Ben, c'est honnêtement, à moi, tous de choisir. Là. dans nos matchs, c'est une des choses que je te dirais que tu es peut-être rendu à tester. Tu sais, des Ouais. fois, je trouve que tu as beaucoup d'unités. Peut-être des fois, de réduire certaines choses, grossir d'autres, ça pourrait être un avantage. Moi, je pense que peut-être 30-35 pour des Clan Rats, ça Mm-hmm. ne coûte rien. Surtout pour, je pense, les unités qui vont avoir le Doomslayer. Je pense que Exact. ton but étant d'être sur l'objectif, tu veux avoir là, cette masse-là pour garantir là, Mm-hmm. le outnumber contre à peu près tout. Il y a toujours un coût-bénéfice. Hein? Puis le Ouais. souci, c'est que on ne peut prendre qu'une seule weapon team par unité de Clan Rat. Donc, si on a, mettons, 2 très grosses unités de Clan Rat, on va avoir maximum 2 weapon teams. Alors que si on en a 3 ou 4 plus petites, oh, là, tout à coup, on se retrouve avec une multitude de weapon teams. C'est une décision, hein? Il faut continuer à jouer des matchs, voir Ouais, il qu'est-ce que ça faut peut faire des donner. choix. Exactement. Donc, Clan Rat, les weapon teams, on a parlé de Doomslayer, puis l'autre qui est très, très bon, c'est la Rattling Gun, donc la fameuse mitraillette. Là, encore une fois, on est à 18 pouces de range à laquelle on peut tirer, et c'est 2 dés d'artillerie, un peu comme un Air Blaster Volley Gun de l'Empire. Fait que 2 dés d'artillerie, si on roule un misfire, on va avoir une pénalité de -1 supplémentaire, en plus de, disons, longue distance. Par contre, elle peut bouger sans Le pénalité. quick shot. Exactement. Fait que ça lui donne un avantage. Et encore une fois, dans une logique de détachement, stand and shoot. Donc, si on charge l'unité mère, elle va pouvoir stand and shoot. Fait que, encore une fois, là, on est dans une logique de contrôle. Est-ce qu'on est capable d'éviter une charge simplement parce que l'adversaire ne veut pas affronter ce tir-là supplémentaire? Peut-être. Fait que tout ça va. Parce qu'en bout de ligne, honnêtement, le joueur Skaven ne veut pas nécessairement être empêtré dans des combats. S'il peut les éviter pour 1 ou 2 tours de plus, il va être très content. Fait Non, que, 6 tours de plus. 6 tours de plus, là, 6 tours Oui. à se tourner autour, je dis bravo. Ben, Je dis je bravo. pense que c'est souvent, en fait, je pense que les Weapon Teams, ils apportent un aspect qui est super intéressant dans Skaven. Je pense que Skaven, c'est une armée qui veut chercher à dissuader l'adversaire de venir parce que dans le fond, ils veulent pas vraiment se lancer en combat pour de vrai. Exact. C'est des primeurs. C'est des primeurs. Puis d'ailleurs, on le Ouais, voit ils dès bombent que. le torse, ils jouent les toughs, mais en vérité, Ouais, ouais, c'est vraiment, puis on le voit d'ailleurs, dès que l'unité faiblit, c'est une notion très importante des blocs Skaven, leur leadership baisse. Hein. Leur leadership est lié grâce à Warband au nombre de rangs qu'on a. Donc, aussitôt que les unités commencent à être à mi-force, ils peuvent s'enfuir très, très ça fait une énorme facilement. différence. Ah Énorme oui, différence. absolument. Le dernier élément, dernière unité vraiment que je trouve tout étoile, c'est le Warp Lightning Cannon. Donc, le grand canon à malfoudre. Des fois, il va vous faire gagner des parties. Vraiment, là, écoute, ça Oui, peut être oui, il y a extraordinaire. le potentiel. Le D'autres potentiel est fois là. ils ne feront rien et ce sera une triste partie, mais ça Et arrive. L'idée de c'est son le côté roulette fonctionnement, russe, là. c'est ça, absolument. Roulette à hamster. Son tir, comment que ça fonctionne, c'est que non, la distance est aléatoire et la force est aléatoire. Fait en tirant, on va simplement nommer un point. Fait que c'est un élément qui, ça, c'est extrêmement fort. Il faut le mentionner, là. On fait juste dire une ligne, puis là, on fait une belle ligne droite et tout ce qui est en dessous de cette ligne-là est touché. Fait que c'est très, Et très fort. là, ça permet d'ignorer n'importe quelle règle pour cibler un personnage. Ça permet de tirer une unité en combat. Là-dessus, les gens ne sont pas toujours d'accord. Nous, c'est comme ça qu'on joue. Est-ce que ça devrait être joué comme ça? Est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir? Je pense que le fait qu'il y a autant d'éléments aléatoires avec le canon, ça fait que c'est correct. Ça fait aussi qu'on peut se cacher derrière un bâtiment puis on peut tirer à travers. Celle-là, je l'aime un peu moins, mais je sais que c'est joué comme ça depuis, je pense, toujours. Je ne veux pas me tromper, mais au moins Mhm. la 6e édition. Donc, pour avoir été plus de 15 fois de l'autre côté de la table, c'est sûr que c'est un peu frustrant, mais en même temps, tu sais, puis je sais que pour toi, ça l'est des fois tout autant, on s'en est parlé. T'es comme, ah, yeah, je me rends parfait. C'est quoi ma force de.
Toujours Voilà, le tour où voilà. tu as besoin d'avoir ton 6, 8, C'est 10, ben ça. là, c'est là que tu pognes un 2 ou tu misfire. Donc, C'est il y a ça. beaucoup de choses qui peuvent mal se passer avec le Exact. fameux Warp Lightning Cannon. Donc, je pense que c'est vraiment très bon parce que tu peux essayer de cibler 3 personnages puis tu leur faire des 3 plus un chaque. Mais là, ça va se rendre puis tu vas avoir une C'est ça. force de merde. Donc, c'est C'est ça. malheureux, mais ça arrive. Je pense que dans l'optique de son coût, de son côté aléatoire, je pense que c'est tout à fait justifié, même si c'est un peu désagréable de le recevoir, qu'il y ait autant de potentiel destructeur. Exact. C'est très presque Skaven, j'adore. Parce que 8 des 6, Je donc, déteste en même temps. oui, c'est les deux, c'est de l'amour-haine. Ouais. À 8 des 6 donc, de distance, on a une moyenne de 28 pouces. C'est quand même Mhm. intéressant. Le tour 1, ça va être peut-être un peu plus difficile. Tour 2, tour 3, là, il commence à avoir des éléments intéressants. S'il y a des unités qui présentent leur flanc, des unités de chevaliers bretons, des unités là, qui vont vraiment subir des contre-coups importants d'être happés comme ça par le Warp Lightning Cannon. Donc, 8 des 6 de distance. Ensuite, on va rouler un dé d'artillerie. C'est ce qui va déterminer la force. Si on fait Et c'est là que tout se un joue. c'est là que tout se joue. À partir du moment qu'on tombe sur une force de 6, 8, 10, et là, ça fait mal parce que, comme tu l'as Mhm. mentionné, on est à D3 plus 1 de multiple wounds. Ça fait mal. Ça fait mal. Mhm. Et élément peut-être important, mettons contre des Vampire Count, par exemple, c'est magique. Toutes les armes de Malpierre, de Warpstone, sont magiques. Donc, la Rattling Gun l'était aussi précédemment. Fait que ça peut être intéressant, tu sais, contre des listes Vampire Count qui auraient Avec un peu trop intérêt. d'unités fantomatiques, voilà, ça peut être Mhm. intéressant. Donc, Warp Lightning Cannon, honnêtement, j'en ai 2 dans toutes mes listes. Je pense que, et c'est le maximum qu'on peut avoir à Si 2000 je me points. trompe pas, Moi, tu prends un petit ingénieur au moins niveau 1 pour l'avoir. exactement, voilà, c'est un des derniers éléments là, qui est resté malgré les changements de Renegade. Granardax. Mhm. Voilà, fait que c'est le Warlock, le magicien, qu'on peut, en fait, de base, il n'est pas magicien, puis il vaut un maigre 35 points. Il y a parfois dans mes parties, je le garde tel quel, simplement pour me débloquer les canons et d'autres unités qu'on verra plus tard. Mais voilà, fait que le canon, unité vraiment, là, moi je dis, allez-y sans crainte. Donc, on a présenté les joueurs étoiles pour commencer. Maintenant, au niveau du personnel de soutien, ceux qui, sans faire un travail extra, ben, en fait, pas vrai, sans avoir des résultats qui sont toujours éclatants, font un travail colossal et essentiel. Ce serait quoi tes acteurs de soutien OK. dans une liste de Je vais, Skaven? Je ne vais pas les nommer dans un ordre du plus fort ou du moins Mhm. fort, parce que certains que je vais vous nommer là ont failli être dans la catégorie au-dessus, mais ils étaient moins forts quand même que les autres unités qu'on a précédemment parlé. Mais le premier que je vais vous mentionner, moi je trouve que c'est très, très polyvalent, c'est les Giant Rats, les rats Je suis géants. d'accord. 100% Euh, d'accord. je les aime beaucoup, beaucoup. Je les aime pourquoi? Parce qu'ils ne valent rien. Ça vaut 3 points de modèle. Donc, vraiment, là, on peut s'offrir une super grosse unité, 25, puis ça va valoir 80 quelques points. On leur met un champion, question qu'il y ait un leadership. Sinon, ils ont un leadership vraiment absolument terrible. Donc, aussitôt qu'ils ont des pertes ou un 4. test de panique, Ouais. c'est absolument, c'est roche. Avec un champion, ils vont avec leadership 6 ou 7. On va Ouais. frôler le leadership 10 avec Warband. Fait que là, tout à coup, on se retrouve avec, on n'a pas peur d'essuyer des pertes avec du tir. C'est pas grave. Fait que, encore une fois, l'idée des Giant Rats, c'est de profiter du scénario. Ils ont un mouvement de 6. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer à marching column, aller vraiment se placer près d'un objectif, sur le flanc, par exemple. Puis là, on va forcer l'adversaire à les gérer. Et veux-tu vraiment perdre du temps, une bonne unité, des tirs précieux à avoir éliminé As-tu 75 points? As-tu envie de tirer pendant 4 tours des Giant Rats avec une unité de 18 Rangers? Fais Hein? vécu. La réponse Fais est non. vécu. La réponse est non. Donc, juste pour ça, donc l'adversaire est obligé de les gérer. Ils sont très rapides. Ils ne valent pas de points. C'est ça leur avantage. Parce que pour le reste, J'ajouterais, cherchez pas, là. ouais, j'ajouterais qu'ils sont excellents pour aller engager des skirmishers parce qu'avec leur mouvement de 6, ils sont super rapides, ils sont surprenants. Puis pour ceux qui, des fois, placent mal un peu leurs skirmishers,
ça m'est arrivé. J'avais oublié que c'est vrai, c'est rapide, ces petites bêtes-là. J'ai été obligé de fuir avec des Rangers parce que sinon, j'aurais perdu une douzaine de Rangers qui auraient été trop loin pour se rendre encore à corps. C'était la catastrophe. Je capotais. Donc, je me suis retrouvé avec des Rangers qui étaient dans une position super pour jouer sur le scénario, qui ont été complètement sortis de la game pour le restant du match. Donc, vraiment, juste là, dans notre dernière partie, une unité qui valait comme 80 points a sorti, une unité qui valait au moins le triple pendant tout le match. C'est sûr que tu ne les as pas tués, mais ça t'a permis de contrôler cet objectif-là pendant 5 tours complets, ton tour, mon tour. Ça a fait une énorme différence au niveau du scénario. Absolument. Puis on ne passera pas nécessairement, on n'a pas assez de temps aujourd'hui dans le format qu'on veut vous présenter, mais si vraiment là, vous appréciez ce genre de vidéo-là, puis vous en voulez plus, vous êtes en train de peindre, puis vous pensez à votre prochaine partie, vous pensez à la prochaine fois que vous allez affronter des Skaven, vous voulez en entendre un peu plus, j'ai plein de petites tactiques que j'aime bien utiliser avec les rats géants que je pourrais vous les transmettre. Ça peut D'ailleurs, vraiment être utile. C'est un beau canet suisse. Tu te dis, il y aura une vidéo qui va suivre où est-ce qu'on va présenter chaque unité en profondeur. Puis dans cette vidéo-là, on pourra justement parler des différentes tactiques avec les différentes unités pour vraiment aller chercher là, le maximum du potentiel de chaque unité. Donc, les Voilà. Rogéants, ton premier acteur de soutien essentiel, Ouais. t'enchaînes avec quoi? On change de format. On prend le format, là, on le met sous une loupe, on le grossit, on tombe avec le L-Pit Abomination. Le L-Pit, là, donc, c'est le seul monstre des Skaven, hein, le seul Behemoth. On est encore au pays des Skaven. Donc, on est dans de l'aléatoire. Puis là, on va même dans l'aléatoire jusqu'au mouvement. Alors, on est dans 3d6 de mouvement. Moi, je vois ça comme un énorme avantage. Je pense que c'est la meilleure édition pour les unités qui ont du mouvement aléatoire. Puis je suis d'accord avec toi. Oui, écoute, premièrement, cette idée qu'il n'y a pas de stand and shoot, il n'y a pas de réaction de charge lorsqu'on tombe en contact avec l'adversaire, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Fait que la boîte à outils qui est le LPIT, ça nous permet au Skaven, ça répond à plein de choses que le reste de la liste à laquelle il n'y a pas de réponse. Fait qu'on a une grosse force. Hein? On a une force de 6. On a une endurance de 5 avec la liste Renegade, de 6, pardon, avec la liste 6 avec Renegades, oui. Voilà, fait que c'est quand même vraiment bien. Par contre, ce qui fait que pour le moment, tout le moins, je ne la mets pas au-dessus des meilleures unités. Elle est quand même, étonnamment, on peut la considérer fragile. Hein? Le fait qu'elle soit large target, elle n'a pas de save autre qu'un régénération 5+. Ça demeure en soi l'équivalent d'une sauvegarde invulnérable 5+. C'est intéressant quand même, on s'entend. Là. Mais si l'ennemi a de l'artillerie, des canons ou encore les ballons de KT, ils vont se faire un grand plaisir de l'éliminer. Ça va être facile. Ils vont la sortir. Ils vont la sortir. Je pense que c'est une bonne pièce. Mais justement, je pense que la méta actuelle fait en sorte que ça peut être potentiellement un 245 points, si je ne me trompe pas. Un petit peu moins de 215, je crois, mais on est dans le 200. On est dans le un 200 points plus assez facile à aller chercher pour certaines armées qui sont au top de l'échelle. Ce qui est un peu malheureux, il est un peu victime d'une méta qui ne lui est pas favorable nécessairement parce qu'elle coûte cher. Puis, ben, c'est du rare. Hein? Ouais, donc, tu es en compétition avec des Warp Lightning Cannon. Oui, étonnamment, cette compétition-là reste ouverte parce que des Warp Lightning Cannon, on ne peut en avoir que 2. Donc, on est à 220 points. Donc, on ne peut pas dire, je peux prendre. La nuance, ça serait de dire, est-ce que je veux 2 LPIT? Là, si on veut 2 LPIT, il n'y a plus de canon. Donc là, vraiment, je ne pense pas que c'est le choix à faire. Donc, exactement. En ce sens-là, effectivement, il y a une compétition au niveau des points. Donc, ça demeure intéressant. Hein? On cause terreur aussi. Fait que, tu sais, il y a quand même, je trouve que c'est un coffre à outils qui est différent du reste des unités. Fait qu'en ce sens-là, ça peut être intéressant. Écoute, je t'en ai nommé 2. Tu me dis selon le temps où est-ce qu'on en est. Moi, j'en voudrais une troisième parce que je n'ai pas entendu celle que je voulais entendre encore.
Écoute, j'en ai deux autres en ligne. Là. Je vais t'en nommer une des deux. Puis celle-là, honnêtement, elle flirte avec le superstar, les Giselle. Les C'est celle que je voulais Giselle, entendre, honnêtement. les Giselle, donc ce sont les snipers Skaven. Hein. Ils ont cette arme pour tirer de loin. Puis tirer de loin, ils le font très bien, jusqu'à 36 pouces. Donc là, ça, vraiment, là, on est vraiment dans le top je pense pas qu'il y en a que c'est De la plus loin que ça, à portée part d'armes à feu. l'artillerie, là. Non, Ouais, je je pense pense que qu'il y a seulement l'artillerie qui a une meilleure portée. C'est ouais, pas fait vrai. qu'on est à 30. C'est pas vrai. Avec la nouvelle Army of Infamy Cathay, la première fois que des crane guns tirent, si je me trompe pas, je pense qu'ils sont dans les armes qui ont peut-être un 3 plus de portée supplémentaire. Donc, encore une OK. fois, hashtag privilège Cathay. Donc, Ben oui, je suis vraiment décontenancé que KT a quelque chose de meilleur que les autres armées. Tu me surprends. Donc, 36 pouces de distance, force 6, AP-3, ouch, ça fait mal. très bon. Pourquoi, pourquoi que ça demeure mitigé comme tir? On parle d'un ballistic skill de 3. Donc, automatiquement, l'ennemi est à plus de 18 pouces, on est sur du 5+. C'est difficile d'avoir un volume de tir, mais ça reste que moi, ce que j'aime faire, c'est avoir de petites unités, une multitude de petites unités, puis ça va finir par faire du dommage. Il y a des vies qui vont être enlevées. Fait qu'un Lord, peut-être pas un Chaos Lord on Dragon, mais un Lord là, qui aurait un 5-6 vies, là, tout à coup, on en perd une ou deux, on en perd trois. Là, on se sent un petit peu plus frileux, peut-être. Je pense que c'est un excellent complément avec tes canons, on va se le Oui. dire. Puis, tu sais, je me souviens dans nos premiers matchs, tu avais essayé des gros blocs. Hein, un gros bloc de, j'ai le goût de te dire, 8-10 8, Jezzel. exact. C'était pas évident, puis c'était plus facile de sortir de ton angle de vue. Et comme les fameux Jezzel ne peuvent pas bouger et tirer, ça devient assez difficile de se déployer de manière optimale. Ce que Stéphane fait, puis on pourra en parler plus en détail, c'est d'avoir des plus petites unités qui vont disséminer à travers la table. Donc, ça fait une espèce de nuage de tir de support pour venir gratter des points de vie là, avec les Warp Lightning. Donc, le but, c'est pas d'essayer, c'est pas comme les gros blocs de tir qu'on voyait en version 1.0 où tu essaies de tout tuer en un tour. C'est beaucoup plus, là, OK, je vais laisser les Clan Rats tenir le fort, puis pendant ce temps-là, je vais être en arrière, bien positionné, puis je vais essayer d'aller gratter des points de vie à gauche, à droite sur les cibles qui s'offrent à moi. Tout en étant inintéressant comme cible. Hein, c'est à deux volets avoir des. Si l'autre veut gaspiller des efforts afin d'éliminer une des unités de 3-4 Giselle, OK. 76 points, 80 Pour points à 4, peu près. exactement. Pour 4, écoute, on parle de 19 points par unité, là, par Par modèle. figurine. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, écoute, puis de loin, quand même, on parle d'un sauvegarde 4+, dans l'arc de front, parce qu'ils ont des gros Ouais. boucliers pas très mobiles. Donc, 4+, et ils ont 2 vies chacun. Fait que, honnêtement, il faut quand même dépenser quelques tirs là, si on veut aller les chercher de loin. Souvent, encore une fois, l'investissement pour aller chercher ces quelques points-là va être supérieur au retour. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher, gratter des wounds ici et là, sur 6 tours. Il ne faut pas se penser qu'en un tour, nos 16 Jezzel vont faire 8 wounds. Si tu en fais une par tour, tu es content, tu grattes à gauche, à droite avec les canons, ça finit par faire le travail. Voilà, voilà. Fait que ce serait, je te dirais, la dernière unité que je te présenterais là, pour cette espèce de bloc dans lequel on parle d'unités qui sont vraiment pertinentes et intéressantes à jouer sans nécessairement briser le jeu. Là. Pour terminer là, ce premier épisode plein feu sur les Skaven, maintenant, quels seraient qui seraient les mal aimés chez les Skaven? Qui seraient les unités qui ont besoin d'amour, qui n'ont pas ce qu'il faut en ce moment pour remplir le rôle qu'ils devraient remplir? Ben écoute, là, on pourrait être cynique et dire que c'est le reste des unités qu'on n'a pas nommées. Ça serait facile. On ne fera pas Il y ça. en a beaucoup. On ne fera pas ça. Il y en a beaucoup. Par contre, Choisis les pires. on peut en nommer quelques-unes. La première que j'ai envie de vous nommer, c'est les Ra'ogres. Je trouve que les Très Ra'ogres bon ont choix. énormément de difficultés
à justifier, leur point, puis quel est leur rôle au RAOG. Tu sais, un RAOG, on parle là, de 50 points. On peut en prendre 3 minimum. Donc, on est à 150 points. Et là, on veut absolument avoir un champion, hein, un Master Molder, donc qui va les guider pendant la bataille pour obtenir un aider leur leadership leadership. qui est décent. Sinon, on a un leadership de 5. Les Rohog ont Frenzy. Frenzy, dans 1.5, on le sait que ça a été diminué. Mauvais. Donc là, vraiment, on se retrouve on a perdu en efficacité, ce qu'il n'y avait pas de besoin. L'autre élément, c'est qu'on a une force de 5. C'est bien, c'est intéressant. Mm-hmm. On a du Armor Bane, mais pas d'AP. Fait qu'on a du Armor Bane 2, mais on n'a pas d'AP. Donc, honnêtement, qui qu'on veut aller taper avec cette attaque-là? Là? Si on va dans de l'infanterie, Qui vont avoir du 4+ ou mieux maintenant pour presque tout le monde. Ils vont avoir 4+. On n'a pas de résolution. Ils ont de la réseau de combat, c'est ça. C'est absolument terrible. On pourrait dire que leur mouvement de 6, je trouve que c'est même une arnaque. On pourrait penser, je vais les utiliser pour flanquer. Oui, puis honnêtement, non. Fait que moi, personnellement, on les laisse sur la tablette. C'est pas quelque chose que je pense qu'on peut. Mais j'ai envie d'être contredit. Hein. Si quelqu'un a des expériences avec les Rohog ou qui a affronté les Rohog, puis on dit non, c'est dans les commentaires, s'il vous plaît. n'hésitez pas, là. Je ne demande que ça. Parce que honnêtement, particulièrement avec la nouvelle gamme qui a été faite pour Age of Sigmar, c'est vraiment, je ne demande qu'à les jouer. Je parle des figurines de Age of Sigmar, mais même, je te dirais, les figurines de Island of Blood étaient déjà fantastiques, tout en plastique, vraiment très belles. Puis, tu sais, avant de continuer, je pense que d'un point de vue hobbyiste, moi, j'apprécie beaucoup les belles figurines. Toi, t'aimes en plus les peindre, mais je trouve tellement que la gamme Skaven a une personnalité incroyable. Puis, je trouve ça triste que Skaven ne fasse pas partie du line-up officiel de The Old World. Je m'excuse d'aller vers ce petit segway-là, mais ça me fait penser à que, mon Dieu, que quand je pense à Warhammer, Skaven est comme là. Mais oui, honnêtement, je pense que c'est tellement original. Tu sais, oui, ça existe des rats, des hommes rats ailleurs, mais l'univers Skaven est très, très iconique dans Warhammer pour moi. À travers les 4 grands clans, les 4 clans majeurs, Game Workshop a réussi à créer une identité vraiment forte. Alors oui, même si, disons, dans Donjons et Dragons ou d'autres settings, on va retrouver des hommes rats, on ne va pas retrouver des hommes rats qui mangent des Warpstones puis qui font d'une technique, qui sont des ingénieurs fous. Donc, vraiment, je pense qu'ils ont une saveur unique, puis une saveur qui est étroitement liée avec Warhammer Fantasy Battle. Oui, fait que de les voir 100%. ne pas faire partie du line-up officiel, c'est vraiment d'une grande tristesse. À suivre. Peut-être on peut allumer des lampions puis espérer, mais je fais partie de ceux qui demeurent réalistes à ce sujet-là. Il faut les jouer par passion. Il faut espérer qu'on va pouvoir continuer dans les prochaines éditions, peut-être avec un Renegade ou quelque chose du genre, à pouvoir continuer à les jouer, qui vont avoir des règles vivantes, même si Game Workshop ne le fait pas. On a pris un détour. Je me ramène à l'ordre. Ça serait qui la dernière unité mal aimée? Puis on s'entend, là. On va y aller avec un panier d'unités. Les unités pestilènes. Honnêtement, les unités pestilènes, c'est dommage, encore une fois, vraiment une belle saveur. On a un héros, on a la Plague Furnace, l'autre façon de monter la cloche hurlante. On a des moines de la peste. On a des encenseurs, donc ils se promènent avec leur énorme flail, puis ils tentent d'empoisonner tout le monde. Malheureusement, des unités tellement fragiles pour le nombre de points à investir pour les mettre sur la table, honnêtement, je crois qu'ils sont simplement pas jouables dans l'état actuel des choses. Il y a d'autres unités qui, point pour point, sont simplement supérieures. Fait à choisir entre les deux, évidemment dans un compétitif. Si on veut simplement jouer une partie Beer and Pretzel, allez, là. Ils vont être plaisantes à jouer, puis vous avez un gros pack de moines, puis vous allez avoir plein d'attaques, c'est génial.
Mais la réalité, c'est que si vous affrontez une armée d'une certaine qualité, un adversaire qui est un tantinet bon général, en principe, il y a trop d'embûches là, pour qu'il puisse accomplir quoi que ce soit sur la table. C'est dommage parce qu'en plus, c'était quand même le clan Pestilence en 8e édition, c'était quand même très désirable. C'était des unités qui étaient incroyables. Puis ils sont sombrés maintenant dans l'oubli, comme plusieurs autres unités Skavens. Mais quand même, c'est encore une fois des figurines magnifiques qui n'ont pas vraiment leur place si on cherche à soutirer le maximum des Skavens. Écoute, Stéphane, je sais qu'on devait présenter une liste aussi, mais je n'ai pas le temps qui file. Puis ce que je te propose de faire, c'est que je pense que vous nous direz dans les commentaires si vous avez apprécié, mais on va faire une vidéo sœur, si on veut. Là, on va faire une deuxième vidéo dans laquelle on passera plus en détail le reste des unités, puis on vous proposera là, peut-être une ou deux pistes de réflexion pour se monter une armée Skaven selon ce qu'on cherche à accomplir, puis pas nécessairement vous donner là, une net liste qu'on voit partout, mais une bonne armée solide selon les objectifs qu'on cherche à atteindre, puis quelque chose pour des pistes d'exploration. Le but, c'est pas de vous donner un clé en main à 100%, mais c'est plutôt vous dire voici ce avec quoi vous pouvez commencer à expérimenter, puis après ça, développer une liste qui est votre propre liste. Puis ça, je pense que c'est la meilleure façon d'aborder le jeu. Là. Aller chercher une liste sur Internet puis la mettre sur la table, tout le monde est capable de faire ça. Ça ne va pas nécessairement toujours donner des bons résultats parce qu'il y a une réflexion derrière la construction d'armée, puis le list building est tellement important dans les Old World. Prenez le temps de bâtir votre propre liste, puis c'est comme ça que vous allez connaître le plus de succès. Écoute, Absolument. Stéphane, ça a été un plaisir. Toi et moi, je pense quand on commence à parler de The Old World, il faut qu'on se fixe un chronomètre parce que Absolument. ça peut durer très, très longtemps. Je te remercie de t'être prêté au jeu. Je veux terminer l'épisode aussi en faisant un petit rappel. Il y a des événements qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Si je ne me trompe pas, le 6 septembre, ça se passe dans la région de Québec, je pense que c'est Lévis. Un tournoi, si ça vous intéresse, on peut essayer de vous mettre en contact avec les organisateurs. Sinon, 13-14 septembre à l'Abysse, c'est le Montreal GT. En date d'aujourd'hui, il ne restait que 2 billets disponibles. Donc, événement sur 2 jours organisé par la gang du Montreal GT, chapeauté par Alex, mon partenaire de 10 from the Back. Donc, je vous invite, si vous êtes disponible, à aller faire un tour. Ça va être un super bel événement. Il y aura aussi un événement d'un autre jeu en même temps. Je me souviens plus, je pense que c'est Age of Sigmar. Donc, c'est un petit peu un feeling convention de ce côté-là. Donc, super intéressant. Et sinon, plus tard dans la saison, on va avoir une tournoi en équipe. Et nous avons monté une équipe qui est les 4 mêmes joueurs de la dernière fois. Je serai présent avec Stéphane, mon frère Vincent et David au tournoi en équipe à Montréal le 4 octobre. Donc, c'est un tournoi à 3 rounds. On s'en va là essayer de défendre notre couronne de champion par équipe qu'on a durement gagné lors du dernier événement. Donc, on va essayer de faire encore une fois bonne figure de ce côté-là. Et de mon côté, événement à Sherbrooke, quelque part au mois de novembre. J'étais en discussion pour essayer de finaliser, mais c'est un petit peu plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Je vise toujours le 15 novembre, mais ça risque de ne pas être au Griffon. J'ai 2 options sur la table. J'espère pouvoir confirmer une date dans les prochaines semaines. Stéphane? Merci, je te laisse. As-tu quelque chose à dire pour la fin? Essayer de faire monter notre nombre d'abonnés, quelque chose? Hey, écoute, là, un à la fois, hein? Un à la fois, moi, c'est liker, c'est plate, hein? On le dit, on le redit, mais ce qui fait vivre une chaîne, puis ce qui fait grandir une chaîne, c'est des petites actions comme celle-là. Fait que n'hésitez pas, écrivez un mot, même si c'est simplement dire que vous avez apprécié la discussion que vous avez entendue ou que vous avez hâte à la prochaine vidéo, ou peut-être que vous avez une faction que vous avez débutée, que vous aimeriez que ça soit la prochaine. N'hésitez pas à le dire. C'est quelle qui vous intéresse le plus? C'est sûr que Alex et Seb, ils sont à l'écoute. Puis
ils savent réagir à vos propos. Moi, de mon côté, j'espère juste avoir réussi à vous transmettre un peu de ma passion pour les Skaven. Puis pour ceux qui veulent creuser encore un peu plus loin, mais ça va me faire un plaisir de vous retrouver bientôt là, en compagnie de Sébastien. Bon, ben, c'est déjà tout pour cette semaine et comme Alex n'est pas là, je vais prendre sa place et vous souhaiter beaucoup de plaisir dans le vieux monde. Salut tout le monde, à la semaine prochaine.